Bonsoir tout le monde, s'il vous plaît, on éteint les micros. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre nouveau salon littéraire. On continue d'accepter les personnes, donc on va vous demander quelques instants de patience. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Tüm katılımcıları ekliyoruz şu anda. O yüzden kısa bir süre daha beklemenizi rica edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi mikrofonları kapattık. Sizin de etkinlik boyunca mikrofonları kapalı tutmanızı rica ediyoruz. Soru ve yorumlarınızı chat'e yazabilirsiniz. Soru cevap kısmında ileteceğiz onları. Alors, pour toutes vos questions et vos commentaires, vous pouvez utiliser le chat de Zoom. Voilà, comme tout le monde fait. Bonsoir. Hop. Kapalı. İyi akşamlar, tekrar hoş geldiniz salonun bu akşamki seansına. Katılımcıları eklemek için çok kısa bir süre daha beklemenizi rica edeceğiz. Kısa bir süre içinde başlayacağız. Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olayım. Mikrofonlarınızı kapattık, sizlerin de kapalı tutmanızı rica ediyoruz etkinlik boyunca. Soru ve yorumlarınızı chat bölümüne yazabilirsiniz. Soru cevap kısmında iletiyor olacağız. Etkinlikte çeviriden faydalanmak istiyorsanız ekranınızın sağ alt köşesinde interpretasyon, çeviri yazan bir ikon olması gerekiyor. Yuvarlak dünya şeklinde. Ona tıkladığınızda iki farklı kanal çıkıyor. Fransızca ya da Türkçe diye. Oradan istediğiniz dili seçip çeviriyi dinleyebilirsiniz. Eğer bu ikon görünmüyorsa Zoom programınızın son versiyonu yok demektir. Çok kısa bir süre içerisinde güncelleyebilirsiniz dilerseniz bu ikonu görmüyorsanız. Şu an artık bekleme odasında kimse kalmadı. Sözü akşamı başlatması için Yiğit Bener'e bırakabiliriz sanırım. Tamam, teşekkürler. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis fidèles du salon littéraire de l'Institut français de Turquie. Donc, je vous salue tous au nom d'abord du directeur de l'Institut français de Turquie, de Jean-Jacques Victor, ainsi que de nos amis Sébastien de Courtois, Christian Schnell et José Maria Quieros, qui sont les directeurs respectivement des antennes d'Ankara, d'Istanbul et d'Izmir de l'Institut français. Je salue aussi mes fidèles complices Serra et Mathilde qui sont là toujours parmi nous, ainsi que Saadet et Penal qui sont aussi les chevilles ouvrières importantes de ces salons.
Nous avons aussi donc l'interprétation, mes chers collègues Burcu İnal et Assalanat qui sont parmi nous ce soir. Ça va faire bientôt un an que ces salons ont commencé, donc ça va faire bientôt un an que nous sommes enfermés chez nous à cause de ce satané virus. Nous avons déjà accueilli, nous avons parlé de Camus, de Céline, mais nous avons accueilli aussi des amis écrivains comme Jean-Marie Laclaftine, Mathias Hénard, Brigitte Labbé, Metin Arditi et récemment Muriel Barbery. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir deux amis très chers, deux amis et deux très importants écrivains, qui sont Patrick Desvilles et Enis Patour parmi nous. Donc bonsoir Patrick et bonsoir Enis. En fait, la formule ce soir est un peu différente. D'habitude, c'est moi qui accueille tout seul un seul écrivain, mais là, c'est Enis et moi qui accueillons Patrick virtuellement à Istanbul. C'est pour ça qu'à l'occasion, le Skipper, qui est le bar où nous nous retrouvions à Saint-Nazaire, près de la maison des écrivains et des traducteurs étrangers que Patrick dirige depuis une vingtaine d'années, s'est transféré au bord du Bosphore, Patrick, pour ton honneur. Nous avons implanté le Skipper ici à Istanbul pour nous réunir autour d'un verre comme nous nous l'étions promis depuis des années, mais ça va encore devoir attendre déjà la fin de la pandémie. Alors, je disais qu'Enis et Patrick étaient des amis très chers. En fait, comme en littérature souvent, les amitiés, ça commence par la lecture. Et donc, c'est à travers Enis que j'ai connu Patrick. Nous étions à Sarajevo et il m'a montré un petit livre, celui-ci, une photo à Montevideo, Vie et mort de Balthazar Brou, en me disant, est-ce que tu as lu ça? C'est très bien. J'ai dit, ah bon, c'est quoi cet écrivain? Je ne connaissais pas. Il m'a dit, bah, écoute, c'est lui qui dirige en ce moment la maison d'écrivains de Saint-Nazaire, où j'avais fait justement un séjour il y a bien des années. Je dis, ah bon, bah, je vais lire. Alors, je me suis mis à lire, Patrick, et avec grand plaisir. Puis après, j'ai lu Pour Avida, puis j'ai lu bien d'autres livres, Campuchea, Peste et le choléra. Et j'ai beaucoup aimé justement son écriture. Patrick se définit un peu comme écrivant des romans sans fiction, c'est-à-dire des textes où les personnages sont des personnages réels, très connus ou moins bien connus, où la dimension romanesque, c'est plutôt la façon dont il agence tout cela, où il crée des liens là où il n'y en a pas forcément, ou qui ne sont pas aussi évidents qu'on pourrait le croire, et surtout dans son écriture. Je trouve qu'il a une façon d'écrire très particulière. On reconnaît un texte de Deville en découvrant son style. C'est un style très rapide, où il fait parfois des raccourcis, justement. C'est une façon de lier les personnages de ses livres, des personnages qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas au même endroit, pas forcément à la même époque, mais qu'il relie par des raccourcis d'écriture qui sont assez fabuleux, qui donnent un rythme fantastique à ses livres, et où on apprend aussi beaucoup de choses, puisqu'il y a aussi beaucoup de réalités et de liens entre ces réalités qu'il crée. Donc, et après, la rencontre réelle se fait, et elle s'est faite pour moi surtout à Saint-Nazaire en 2011, quand j'ai fait moi-même une résidence à la MET, à la Maison des écrivains et des traducteurs étrangers. Et là, c'était notamment le Cambodge qui était à l'honneur, et puis j'ai pu rencontrer des écrivains cambodgiens. Ça aussi, c'est une des particularités de la MET, qui fait aussi une rencontre chaque année internationale autour de deux villes et d'un thème. Et ça nous permet d'élargir son horizon. J'étais en train de lire Kampuchea justement, et je suis tombé sur ces écrivains, notamment Phung Peak ou la poétesse Neng Kanita, qui m'ont ouvert bien des horizons. Et je vais aussi passer la parole maintenant à Enis pour parler de ça, mais avant, je vais lire un petit morceau d'un texte que Enis a écrit justement pendant qu'il était en résidence à la Mecque, qui s'appelle en turc Kesif et Danse en français, et qui vous présente un peu ce lieu particulier, ce bâtiment particulier qui est le building de Saint-Nazaire où se trouve cette résidence. Alors je vais lire pour les interprètes en turc, puisque c'est la langue originale, mais vous avez la traduction française sous les yeux. Kesif. Bu sabah güneşle birlikte uyandım. Pencerelerden birine dayalı masamda oturuyorum. Loire'ın iki kıyısını birbirine bağlayan Saint-Nazaire-Menden Köprüsü. Avrupa'nın en uzun köprüsüymüş. Tam karşımda bir deniz feneri ve köleliğin kaldırılması anısına su kıyısına dikilmiş çifte yontu. Rıhtımın bir bölümü ve vinçler görünüyor bu taraftan. Yatak odası penceresinden hem rıhtımın panoramik görüntüsü hem de Nazilerin denizaltı üssü açılıyor derinlemesine. Dün gece arka planda yükselen dumanlar ve biraz ürpertici ışıklandırmasıyla müthiş etkileyiciydi rıhtım.
Yabancı Yazarlar Evi bu konumuyla Kartal Yuvası. Kentin tek yüksek binasının 10. katında. Je m'arrête là pour le moment, mais ça vous donne déjà, ça vous situe le lieu. Alors Enis, en partant de ton expérience personnelle à Saint-Lazare et de ta rencontre avec Patrick, c'est quoi comme écrivain pour toi, Patrick Deville? D'abord, le personnage. Moi, j'étais résident à la Maison des écrivains étrangers à Saint-Nazaire au mois de février 1995. À cette époque-là, ce n'était pas Patrick qui était le directeur de la maison. Je suppose qu'il vivait toujours là-bas, à Saint-Brévin, juste en face de Saint-Nazaire, mais on ne s'est pas rencontrés là. On s'est rencontrés quand Danse a été publié par Met pendant sa direction, décembre 2001, je me souviens. J'ai été invité avec Tuline là-bas, et quand on est arrivé à Saint-Nazaire, on a compris qu'ils allaient nous installer dans un hôtel. C'était d'une tristesse énorme pour nous, parce que moi, j'imaginais que j'étais de retour à la maison. Ce n'était pas possible puisqu'il y avait un autre résident à cette époque-là. Donc, avec cette tristesse, on a passé 2 journées là-bas et on a connu Patrick qui avait commencé à diriger la maison plusieurs années auparavant. Rencontrer Patrick Deville pour la première fois, ce n'est pas très gai. Il est silencieux, très silencieux. Il est un peu fou. Enfin, on saisit qu'il y a une folie dans sa démarche. Mais ce n'est pas une folie qui vous envahit. Il le garde pour lui-même, mais vous le voyez quand même à travers ses yeux. Donc, je me suis dit, c'est un personnage difficile. On va voir si on va pouvoir établir une amitié avec le temps. Mais juste avant notre départ, comme il a compris que nous voulions revoir la maison, il est monté au 10e étage avec nous, il a sonné à la porte. L'auteur en résidence, il était là. Il a été très gentil, il nous a fait entrer à la maison. Et là, on a vécu un instant un peu grave. Et à notre sortie, Patrick nous a dit, mais écoutez, puisque vous aimez tant cette maison, puisqu'il y a eu des traces importantes dans notre vie, revenez au mois d'août pour 15 jours, parce qu'il n'y aura pas de résidents à cette époque-là, donc vous pouvez rester une fois de plus ici. Ben, on était ravis. On est revenu justement en 2002, au mois d'août, pour 15 jours. C'est là que l'amitié a commencé à démarrer. On a eu le temps de déjeuner, de dîner avec lui, avec Florence. On a connu Pierre. Pierre, c'était non, Patrick? Oui. Ton fils? Oui, oui. Ouais. Et puis, on s'est rencontrés plusieurs fois à Hôtel Dragon, du côté de Hôtel Dragon qu'il fréquentait toujours. Peut-être qu'il fréquente toujours, je ne sais pas. Et il y a eu d'autres événements qui nous ont mis ensemble. Donc, il y a eu une amitié. Et puis, il est venu une fois à Istanbul, invité, mais c'était un mauvais moment parce qu'il y avait de la neige partout. Il était difficile de faire des déplacements dans les villes, mais il était content, à mon avis, parce que en tant qu'écrivain, il y a des clichés pour tous les écrivains, il y a des clichés pour Patrick Deville aussi. Voyageur, écrivain voyageur, écrivain nomade. Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Hein. Peut-être que, au lieu de dire voyageur, il faut dire peut-être celui qui ne peut pas s'empêcher de se déplacer, à mon avis. C'est un voyage plutôt intérieur.
Et j'ai été témoin de ça à Istanbul quand je l'ai vu content d'être là. Pas pour connaître la ville, etc., tout ça, mais content d'être là. Bon, je vais essayer de continuer en turc maintenant, puisque je vais parler plutôt de l'écrivain maintenant. 2001 yılında tanışmamızın hemen ardından Patrick Deauville'in nasıl bir yazar olduğunu merak ettim. Évidemment, j'étais curieux de savoir quel type d'écrivain Patrick Deauville était. C'est humain d'être curieux. Kitaplarından 2 tanesini Cordon Bleu ile La Femme Parfaite'i aldım. Peş peşe ikisini de okudum. Minuit yayınlarına, o yayın evini özel kılan bütün o kadroya, Beckett'ten başlayarak yeni romancıların çoğuna uygun bir yeni kuşak edebiyatçılar o yayın evinde yayınlanıyordu. Patrick'in de o 2 kitap nedeniyle doğru adreste olduğunu düşündüm. Çünkü okuduğum 2 kitap parça parça bana Max Jacob'u, Robert Benjet'i, Beckett'i, Claude Simon'u çağrıştıran özellikler taşıyordu. Ama bunların hiçbirine de benzemiyordu. Yani kendine özgü bir yazar vardı tabii karşımda. Ama onlardan da bazı tadlar barındırıyordu. Buna karşılık bir sonraki aşamada bir tür kimlik değiştirdi Patrick Deauville yazar olarak. Büsbütün tabii ki kendisindeki çizgiden kopmuş değildi ama sanki Pessoa gibi kendi içinden bir ikinci yazar çıkardı. Aslında kendi yapısına, naturasına, fıtratına daha uygun bir ikinci yazar bu. Şimdi onları Abrakadabra genel başlığı altında topluyor. Daha henüz tamamlanmamış bir deste bu. Yanılmıyorsam 2 roman daha gelecek aynı çizgiden. Pura Vida'dan başlayarak bir tür yazı değişikliği süreci gözlemlemeye başlandı Patrick Deauville'de. Ve asıl önemli soluğunu da sanırım onlarla getirdi. Bunları söylerken dediğim gibi ilk 4-5 romanına, yani Minuit'deki romanlarına haksızlık etmek istemiyorum. Onlar olmadan bu yeni süreç büyük bir olasılıkla başlamazdı. Bu Yiğit'in üzerinde durduğu kurmacasız kurmaca, yani gerçek şahısların daha çok yoğrulduğu ama yazarın kendi yarattığı kurmaca atmosferine dahil olarak harmanlandığı bir yazı stili, dediğim gibi Patrick Deauville'e özgü bir stil bu. Bir yandan bu yolculukları gerçekleştirirken fiziksel olarak, bir yandan da kendi yazı masasında aslında taşınabilir hale gelmiş bir yazı masasında durarak bu yolculukları gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yani hem hareket eden hem de duran, 2'ye bölünmüş bir yazar kimliği gibi görüyorum. Patrick Deauville'in bir ansiklopedisi yapılacak olsa bana öyle geliyor ki onun içinde önemli bir yeri yaşadığı otellere ayırmak gerekecek. Çok sayıda otelden büyük bir olasılıkla bahsedilecek. Çok sayıda otel odasından ve otel odasındaki küçük masalardan notların alındığı, ilerlemekte olan working progress halindeki romana ilişkin kimi ipuçlarının sonradan işlenmek üzere not edildiği zamanda oturup belki bir bölümün başlatıldığı, belki tamamlandığı masalar. Bu yolculuklar sırasında kurmaca şahıslar değil de sahici şahıslar dedik ama onlar kurmaca boyuta getirildikleri için Patrick Deauville'e eşlik ediyorlar aslında. Yani Pura Vida'dan başlayarak hemen hemen bütün romanlarında bu kişilerin birer hayalet gibi ona eşlik ettiklerini görüyoruz.
Bazıları tarihsel kişilikler. Patrick Deauville belki de onlarla, belki de değil, büyük olasılıkla aynı zaman diliminde bile yaşamadı. Ama olsun. Onları yanına kattığına göre onlara bir şimdiki zaman şansı kitabının içinde yaratıyor. Yani bir anlamda onlar da yolcular haline dönüşüyorlar yazı serüveninin içinde. Böylelikle de bir zaman karmaşası çıkıyor karşımıza her anlatıda. Mekanla paralel olarak gelişen. Çünkü Patrick Deauville romancılığının en önemli mihenk noktası coğrafya bence. Yani geniş anlamında küreye sığamama durumu var. Sonuçta bu Abrakadabra dizisinin sadece bir tanesi, yanlış bilmiyorsam, Fransa'da geçiyor. Onun dışındakiler hep başka coğrafyalarda oluşan olay zincirlerine bağlı ve en azından zaman zaman geçmiş deneyimlerden yararlanarak onları belki kullanıyor. Ama devamlı elinde bir çantayla, bir bavulla seferi olarak yaşayan bir yazar modeli karşımızdaki. Ve bunu örneğin Amazonya'yı düşünüyorum. O beni çok etkileyen bir kitap oldu. Belki kişisel nedenlerle ben de oğlum ve babamla ilişkimi metne dökmüştüm. Burada da Patrick Deauville'in bir tür babalık konumunu da işlediği bir anlatıyla karşı karşıyayız ve bana atmosferiyle Hölderlin'in şiirlerini, Werner Herzog'un filmlerini çağrıştıran gür bir kitap olarak gözüktü Amazonya. Ve bir bakıma da nehrin o büyük debisiyle neleri sürüklediğini gösteriyor. Nasıl gür nehirler yüzeylerinde ve içlerinde yoldan topladıklarını alırlar ve deltaya doğru taşırlar, hızla götürürler. Bu roman da o şekilde Abrakadabra'nın belki de son delta bölümüne doğru Patrick Deauville'i götürüyor düşüncesini taşıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ama tabii buradan hareketle Patrick'e bir soru da sormak istiyorum. Abrakadabra kavramı büyülü bir kavram. Bundan tam muradı ne? Yani bu büyük şemsiye başlığı en önden tasarlayarak giriştiğini de biliyoruz. 20 yıl önce bu niyetle başladığı bir serüven bu. Bu başlığı neden uygun gördüğünü de sormak istiyorum ona. Là, on m'entend si je dis quelques mots. Très, très bien. Bien, merci beaucoup à vous deux, évidemment, Yigit et Ennis. Et merci à toi, Ennis, de cette lecture. Alors, en effet, pour remettre les choses dans l'ordre et très vite, j'ai fait paraître 5 romans aux éditions de Minuit au siècle passé, de 1987 à 2000, et qui sont des romans de fiction publiés aux éditions de Minuit. Donc, c'est la maison du nouveau roman, et donc c'est du post-nouveau roman, de la littérature expérimentale. Voilà, il y a 5 titres, et ça s'arrête en 2000. Ensuite, évidemment, tout ça ne s'est pas fait en peu de temps, mais je cherchais une forme nouvelle qui me permit de jouer un peu de tous les genres littéraires. Et j'ai conçu ce projet Abrakadabra qui est publié aux éditions du Seuil. C'est un projet de 12 livres. Donc là, je sais qu'en turc ont été traduits le premier, Pura Vida, qui est le centre américain,
et puis Viva le Mexicain, qui est donc le 5e. Voilà, ça saute par-dessus. Mais en fait, ce projet Abracadabra de 12 livres a une progression géographique stricte. Et il est constitué de 2 tours du monde. Le premier tour du monde est, comme on dit en marine, eastbound, de l'ouest vers l'est. Donc Pura Vida est un livre centra-américain. Ensuite, il y a Equatoria, donc plus à l'est, qui est une traversée équatoriale de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien. Ensuite, il y a Kampuchea, dont a parlé Yigit, qui est donc autour du procès des Khmers rouges, mais sur une zone géographique de Birmanie, Laos et surtout le Cambodge, puisque j'ai suivi le procès des Khmers rouges pendant 3 ans. Ensuite, il y a Peste et choléra, qui est encore un peu plus à l'est, qui se termine à Nha Trang, dans l'actuel Vietnam. Et en face de Nha Trang, de l'autre côté du Pacifique, il y a le port d'Acapulco au Mexique, où commence Viva, qui lui aussi a été traduit, le Mexicain, qui lui se termine du côté Caraïbe du Mexique, avec Antonin Artaud qui prend le navire à Veracruz au Mexique et qui prend la ligne régulière Veracruz, La Havane, Saint-Nazaire et qui débarque sur le port de Saint-Nazaire devant le skipper. Et là, il y a Tabataba, qui est le seul français du projet des 12. Tabataba est un tour de France au volant pendant 2 ans. Ce qu'il y a de commun également à tous ces livres, c'est qu'ils commencent tous en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, cet aujourd'hui glisse, puisque le premier, Pura Vida, va jusqu'à 2002, que Tabataba, par exemple, va jusqu'à février 2017. Et après ce demi-tour sur la France de Tabataba, il y a donc les livres suivants qui sont un 2e tour du monde sur d'autres zones géographiques, westbound. Le premier, c'est celui dont tu viens de parler, Ennis, Amazonia, qui est une traversée un peu à l'inverse d'Equatoria, qui est une traversée de l'est vers l'ouest, une traversée de l'Atlantique au Pacifique, à la hauteur du fleuve Amazone, puis la cordillère des Andes, jusqu'aux Galapagos. Et donc le 8e de cette série, Fénois, paraît au Seuil toujours en septembre, et c'est le livre tahitien, donc encore plus à l'ouest. Pas seulement tahitien d'ailleurs, mais polynésien sur l'ensemble de la Polynésie française. Donc il y a en effet cette architecture, d'une part géographique inébranlable, et puis d'autre part il y a cette contrainte de 1860 à aujourd'hui, et en effet ce sont des livres sans fiction entre guillemets, parce que tous les personnages, tous les événements, tous les lieux, toutes les dates, tout cela est absolument vérifiable. Simplement, c'est de la littérature, si tout va bien, dans la manière, mais comme le disait Yigit, dans la manière d'agenceler tout cela avec un narrateur qui mette en connexion, en relation, toutes ces histoires, et également de livre en livre, puisque c'est destiné, donc c'est le 8e qui paraît. J'estime avoir encore à peu près 10 ans de travail sur ce projet, que j'ai commencé il y a maintenant 23 ans. Il y a également des événements, des personnages qui reviennent de livre en livre. Les livres se complètent les uns les autres. Chaque livre bouleverse théoriquement la lecture des précédents. Et tout cela est destiné, post-mortem ou juste avant, si tout va bien, à constituer un livre unique et assez long, évidemment. Voilà. Mais c'est tout à fait la lecture que tu en faisais. C'est un peu à la recherche de la géographie perdue, version de ville, cette fois-ci, plutôt que du temps perdu. C'est un mélange, c'est tremper la planète dans un siècle et demi, un peu plus qu'un siècle et demi, et partir de cette année 1860 qui, bon voilà, on peut débattre de ce point de départ, mais enfin je côtoie, je travaille et je lis avec pas mal d'historiens contemporains. Et non, si j'ai choisi ce point de départ, c'est parce qu'un monde, tout de même, c'est la 2e révolution industrielle,
c'est le début vraiment de la mondialisation qui amène à ce que nous vivons encore avec toutes les péripéties monstrueuses, enfin le début de l'européanisation de la planète, la colonisation, les 2 guerres mondiales. Puis, voilà, son américanisation, vraisemblablement sa sinisation à venir. Voilà, c'est aussi une lecture, mais c'est aussi cette tentative de jouer de genres littéraires extrêmement différents. Ces livres sont tous constitués de chapitres courts qui tous commencent par un titre en gras. Je ne sais pas si c'est le cas dans les traductions turques. Et donc, il est possible d'un chapitre à l'autre, pour moi, de passer d'un genre littéraire à un autre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des récits de vie, donc de la biographie, il y a de l'épique, il y a de l'autobiographie, parce que le narrateur est en première personne et vieilli, c'est-à-dire que le début, le premier Pura Vida, celui qui est auprès des sandinistes au Nicaragua, est encore trentenaire, et que là, pour le Fénois qui paraît en septembre, celui qui écrit une espèce d'encyclopédie de Tahiti et de la Polynésie, et comme ça se voit à l'écran, déjà sexagénaire. Voilà. Et donc, c'est un jeu sur aussi des genres littéraires. Certains le font de livre en livre, enfin en publiant à la fois des essais, parfois du reportage, parfois de la poésie, etc. C'est une tentative pour mêler tous ces genres littéraires. Et donc, c'est pourquoi je tiens à ce terme de roman, puisque roman, il n'y a pas de définition positive du roman. Il n'y a qu'une définition négative. Le roman, c'est ce qui n'est pas autre chose. Voilà. Et dans les genres littéraires dont tu parles, il y a aussi une dimension qui est de réflexion politico-philosophique en même temps. Oui, bien sûr. Tu pars aussi à la rencontre notamment des grands mouvements sociaux, des grandes idées révolutionnaires ou autres, des mouvements politiques qui ont bouleversé le siècle et demi à partir de ton point de départ. Et tu discutes aussi à la fois des idées, à la fois des engagements et à la fois des concepts philosophiques. Dans Kombucha, tu as toute une réflexion sur la justice, justement, ou sur les mouvements révolutionnaires. Dans Viva, tu as toute une réflexion aussi sur les mouvements révolutionnaires, l'engagement militant. Il y a plusieurs thèmes, selon tes livres, où tu mènes aussi des discussions de fond. Oui, bien sûr. Et bon, pour reprendre ce que disait Ennis, il y a une alternance, en effet, de la solitude en bibliothèque et du séjour. Il ne s'agit pas de voyage, mais de séjour, parce que j'y vais pendant des années. J'ai ce plan depuis 20 ans. Et donc, à chaque fois, je séjourne. Enfin, pour Viva au Mexique, j'ai séjourné dans le même appartement pendant une dizaine d'années, 1 ou 2 fois par an, un peu comme Ennis à Saint-Nazaire dans le building. Et donc, ces livres ne pourraient pas être faits enfermés dans la bibliothèque, mais la bibliothèque est indispensable. J'essaie de tout lire avant, mais ensuite, évidemment, sur place et en restant longtemps. Pour la Vida, par exemple, évidemment, j'ai côtoyé pendant des années les sandinistes, et donc là, il s'agit d'une révolution réussie. On ne peut rien reprocher. Je ne parle pas de Daniel Ortega, qui est un cinglé, mais par contre, les sandinistes du mouvement rénovateur, enfin, auprès desquels j'étais, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, c'est tout de même une révolution parfaitement réussie. Ce sont des gens qui ont chassé une dictature infâme, celle des Somoza, et qui ensuite ont organisé des élections démocratiques, les ont perdues et ont remis les clés du pouvoir à Violeta Chamorro du centre droit. Ensuite, quand je vais au procès des Khmers rouges à Phnom Penh, là, c'est la monstrueuse révolution ratée d'inspiration française, puisqu'on sait que les Khmers rouges, quand on les a désanonymés, on s'est aperçu que c'était tous des étudiants qui étaient à Paris, rue Saint-André-des-Arts, et qui avaient fomenté cette monstruosité en lisant de travers les Lumières et Rousseau principalement. Donc bien sûr, il y a cette enquête, mais qui ne peut être faite que sur place. Je n'écris pas sur des endroits que je n'ai pas vus. Dans le prochain à paraître, c'est une situation très particulière pour moi parce que c'est la première fois que j'écris sur une zone du monde extrêmement éloignée, mais qui est française. Peut-être que tous les Turcs ne se souviennent pas que nous avons cette Polynésie française,
Mais c'est une situation très particulière là pour moi, beaucoup plus que quand j'étais en Afrique, puisque les livres que j'ai écrits où l'Afrique apparaît, c'est bien après les décolonisations, même si ça n'est pas toujours très simple. Alors que là, c'est la première fois que j'arrive, en étant un écrivain métropolitain, et justement en rencontrant, puisqu'il y a des mouvements indépendantistes assez forts, même si c'est une population très réduite, la Polynésie française, mais c'est tout de même sur un territoire qui est aussi vaste que l'Europe. 118 îles éparpillées, voilà. Et là encore, bien évidemment, il y a cette attention d'une part à la bibliothèque et puis ensuite aux personnes, aux gens, aux discussions, etc., sans quoi on ne peut pas faire ces livres. Alors, pour donner un peu un exemple de la façon dont tout ça change, je souhaiterais lire un petit passage de Viva, si vous le permettez, parce que c'est toujours bien d'entendre les... Alors, je crois que Viva, même s'il est mexicain, ce qui a prévalu à sa traduction en turc, c'est vraisemblablement que, comme j'écris la vie de Trotsky, qui est l'un des deux personnages principaux avec Malcolm Lowry, Trotsky a vécu sur l'île de Prinkipo. Et donc, évidemment, je pense que c'est aussi ce qui a prévalu au choix de ce livre-là, plutôt qu'un autre. Ouais. C'est fort possible, et d'autant plus que tu parles aussi dans le livre brièvement de ce passage de Trotsky à Prinkipo. Et justement, je voulais lire le petit passage qui met en perspective les deux personnages principaux de ce roman, donc Malcolm Lowry, l'écrivain, et Trotsky, écrivain et révolutionnaire, qui les met un peu en face à face et qui montre ce qui les ressemble, ce qui les éloigne. Alors, c'est ma faute là, pour la version turque, je n'ai pas pensé à prendre le passage en turc pour mes chers collègues interprètes, donc elles vont devoir improviser sur le passage en français que je vais lire, donc je suis désolé auprès d'elles et auprès des turcophones. Oui, et heureusement que je n'écris pas des alexandrins. Oui. Heureusement, mais et encore, tu vas voir. Mais chez Lowry et Trotsky, c'est la question bien plus grande. Savoir dans quel but vendre son âme au diable. Pourquoi cette belle et terrible solitude et ce don de soi qui leur font abandonner la vie qu'ils aimeraient mener, les êtres qu'ils aiment, pour aller toujours chercher plus loin l'échec qui viendra couronner leurs efforts. Ils ont le même goût du bonheur, un bonheur simple et antique, celui de la forêt et de la neige, de la nage dans l'eau froide et de la lecture. Chez ces deux-là, c'est approcher le mystère de la vie des saints, chercher ce qui les pousse vers les éternels combats perdus d'avance, l'absolu de la révolution ou l'absolu de la littérature, où jamais ils ne trouveront la paix, l'apaisement du labeur accompli. C'est ce vide qu'on sent et que l'homme, en son insupportable finitude, n'est pas ce qu'il devrait être. L'insatisfaction, le refus de la condition qui nous échoit, l'immense orgueil aussi d'aller voler une étincelle à leur tour, même s'ils savent bien qu'ils finiront dans les chaînes scellées à la roche et continueront ainsi à nous mener éternellement, qu'ils ont tenté l'impossible et que l'impossible peut être tenté. Ce qu'ils nous crient et que nous feignons souvent de ne pas entendre, c'est qu'à l'impossible, chacun de nous est tenu. Voilà, très beau passage que j'avais beaucoup aimé. Et donc, qui met en parallèle deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés, si j'ai bien. Ils étaient au Mexique au même moment, à un moment donné, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Oui, ce sont deux personnages fascinants dans mon panthéon personnel, puisque je ne choisis pas par hasard ces personnages. Mais donc là, je voulais écrire un siècle et demi du Mexique, en partant toujours de 1860 et des mouvements révolutionnaires de Benito Juárez. Mais en fait, j'ai écrit tout cela en mettant en parallèle, un peu à la Plutarque, comme je le fais souvent, deux vies de deux personnages qui ne sont pas mexicains. Malcolm Lowry, qui est un écrivain britannique, qui arrive au Mexique un peu par hasard, parce que les alcools, ils sont moins chers qu'en Californie, puisqu'en fait, il fuit de Californie, et puis qui finalement va écrire cette œuvre immense, enfin l'une des œuvres pour moi les plus importantes de la littérature britannique du XXe siècle, Au-dessous du volcan, Angels of Volcano,
Et on oublie parfois que donc le roman est d'une construction extrêmement forte. Le roman se déroule en 12 heures et en 12 chapitres. Et dans le premier chapitre et dans le dernier chapitre apparaît le personnage de Lev Davidovich Bronstein, dit Trotsky, dont Laurie apprend l'arrivée au Mexique. Parce que lorsque Trotsky, en 1937, ne sait plus du tout où aller, puisque après Prinkipo, il part en Norvège, et qu'en Norvège, il est à la fois menacé de mort d'un côté par les staliniens et de l'autre côté par les nazis, qu'on ne donne pas cher de sa peau, il fuit à bord d'un pétrolier avec sa femme, Natalia Ivanovna, un pétrolier norvégien qui l'amène à Tampico, au Mexique, parce que le président de l'époque, Lázaro Cárdenas, ouvre les frontières et accueille voilà, tous les exilés du monde, ce qui est la grande chance du Mexique à ce moment-là, puisque juste après, ce seront les exilés de la guerre d'Espagne. Et l'arrivée de Trotsky, qui est alors l'un des hommes les plus célèbres du monde, il est encore vivant, il a créé l'Armée rouge, il devait succéder à Lénine, il a ce passage tout de même très important en Turquie, il est proche de Kemal. Donc Laurie, en fait, découvre dans les journaux l'arrivée de Trotsky et il en fait un personnage de roman, il en fait l'homme tragique qu'il est. Il y a quelque chose, c'est l'extrait que tu viens de lire, il y a chez eux deux quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie antique, qui dépasse de loin la simple anecdote historique ou politique. Et en effet, mettre ces vies en parallèle, c'était interroger, puisque c'est l'inverse, quoi. Sous le volcan est un roman qui est tout empli du remords de Malcolm Lowry de ne pas intervenir dans l'histoire. Des camarades de l'université de Cambridge, de Malcolm Lowry, s'engagent dans l'histoire. Certains vont participer à la guerre d'Espagne et y mourir. Et Lowry, lui, sa croix, c'est d'écrire sous le volcan. Mais il a un remords de ne pas agir dans l'histoire. Et puis Trotsky, qui est l'écrivain qu'on sait, je mentionne, on l'oublie parfois, mais donc, comme je le mentionne dans Viva, un écrivain comme François Mauriac, catholique, de droite, bourgeois, qu'on ne peut pas soupçonner une seconde de bolchevisme, lorsqu'il découvre Ma vie, le livre de Trotsky, il écrit que c'est vraisemblablement l'un des plus grands écrivains européens vivants. Et Trotsky, lui, il a au contraire cet autre remords. Voilà. Ce qu'il voudrait, c'est écrire, c'est la littérature, il a fait de la critique littéraire, etc. Mais il y a d'abord l'histoire, et puis voilà, la littérature, on verra après. On verra lorsque les moujiks sauront lire. Voilà. Et donc, c'est toujours un peu cela, c'est utiliser des personnages pour les faire s'entrechoquer comme des pointes de silex et poser ces questions, effectivement, voilà, de l'engagement, du non-engagement, de la littérature, de l'histoire, de la politique. Le biographe de Trotsky, Isaac Deutscher, regrettait amèrement que, surtout dans la période d'exil, Trotsky se soit attelé à créer la 4e internationale qui allait être une usine à gaz, comme tu le dis dans Viva, et il aurait préféré qu'au lieu de ça, il s'adonne à la littérature. Et un autre texte très littéraire, finalement, c'est son histoire de la Révolution russe, qui est aussi écrit d'une façon assez brutale. Alors, en parlant de ce roman en particulier, mais tu disais dans une interview, si je me souviens bien, que tu l'avais construit un peu comme les fresques de Diego Rivera, qui est aussi un des personnages du roman avec Frida Kahlo. Et donc, nous passons maintenant à la fresque de Diego Rivera, où nous sommes présents tous les trois. Il faut bien quand même se projeter dans l'histoire comme le fait ton narrateur. Bon. Mais donc, dans ce roman, tu as, au-delà de Lowry et de Trotsky, tu as des personnages comme Artaud, Breton, Fabienne Lloyd, Craven, B. Traven ou Rhett Marout, Diego Rivera, Frida Kahlo et plein d'autres. Et tu termines aussi en annonçant la naissance du sous-commandant Marcos, qui va aussi donner une toute autre approche de la révolution, un peu dans la lignée des sandinistes du début,
qui va dire qu'une fois que le pouvoir sera pris, des gens comme eux, des gens qui font la guérilla, devraient partir. Car si nous commençons à diriger la révolution triomphale, nous allons tourner en dictateur, a-t-il dit. C'était une formule très intéressante, conseil qu'auraient dû suivre les Cambodgiens, justement, et qu'ils n'ont pas fait. Alors, je voudrais passer aussi à un autre roman, mais dans Viva, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est comme tu disais à un moment donné, il y a des références à l'ensemble des livres. Donc, il y a des passages aussi où tu mentionnes Yersin, tu passes de Peste et choléra, tu passes à d'autres romans. Donc, c'est en effet cette façon de construire cette œuvre comme un tout. Et c'est exactement aussi l'approche qu'a Ennis, qui construit son œuvre comme une toile d'araignée, où il y a aussi des passages et des mentions dans chacun des livres vers les autres. Je repasse donc la parole à Ennis là-dessus. Il y a un point de ressemblance entre vous deux, qui est non pas dans la façon d'écrire, la prose d'Ennis est très différente de celle de Patrick, mais il y a aussi cette composition, ce passage entre la bibliothèque et le vécu et le texte. Oui. Comment, Ennis, vas-tu poursuivre là-dessus, sur cette liaison-là? Şimdi tabii çok yazıldığı zaman ister istemez bir büyük bütünlük kaygısı içinde puzzle'ın parçaları gibi her kitabın öncekiyle sonrakiyle, daha doğrusu öncekilerle ve olası sonrakilerle ilişkisi de önem taşımaya başlıyor. Yoksa darmadağın bir şey çıkar ortaya. Bilge Karasu'nun uzun sürmüş bir günün akşamındaki anlattığı bir doğu masalı vardır. Beni ilk okuduğum günden beri hem hayran bırakan hem de çok tedirgin eden bir hikaye o. Bir mimardan aynı renkten iki taşı yan yana getirmemesi kaydıyla bir inşaat yapması isteniyor. Bu kaygı yüzünden yıllarca çalıştıktan sonra fark ediyor ki ortada bir yıkıntı var. Başka hiçbir şey yok. Bu duruma düşmemek için kişinin bir ana damar oturtması bana önemli görünüyor yazdıklarının içinde. Şimdi Patrick Deville'in de bana öyle geliyor ki işin başında Abrakadabra dizisini aslında son derece büyük ve riskli bir tasarı olarak önüne koyması çok bağlayıcı ve önemli. Yani şöyle düşünelim. À la recherche du temps perdu'yu ele alalım. Proust'u. Yarısında Proust ölmüş olsaydı kitap acaba bugün taşıdığı anlamı taşıyabilecek miydi? Denilebilir ki işte Musil niteliksiz adamı bitiremedi. Buna rağmen hala bir temel başyapıt olarak görüyoruz ki ben öyle görüyorum. O ayrı. Ama bir kitapla bir dizi arasında fark var. Niteliksiz adam sonuçta tek bir roman. À la recherche du temps perdu öyle değil. 7 parçalık bir şey. Burada da Abrakadabra'yı 12'lik bir bölüm olarak bir bütünlük olarak düşünürken ister istemez kendisi çok iyi bir biçimde anlattı zaten. Bir tür halkaları birbirine geçirecek sağlam bir zincir olarak tasarlamak durumu var. Yani belki 4. sıradaki romanı yazarken kafasında 6. romana sıçrayacak bazı şeyleri önden öngörüyordu diye düşünüyorum. Yani ilerledikçe sadece oluşan bir şey değil, bir yandan kafanın içinde devam eden bir şey. Bir de tabii bir şey daha üzerinde durmak istiyorum. Demin Yiğit şeyden söz etti. Montevideo'da bir fotoğraf metninden, Baltazar Brum'un ölümünden ilgili o son derece çarpıcı metinden. Evet. Şimdi o metin ben okuduğum zaman şöyle bir izlenime kapıldım. Yani son cümle bittiğinde son derece net bir biçimde bir film gördüğümü düşündüm. Yani bir metin okumanın yanı sıra metnin içinden
düpedüz bir film gördüğümü düşündüm. Şimdi sinematografik boyut Patrick Deville'de bana önemli görünüyor. Yani burada bir fotoğraf söz konusu. Ama bu fotoğrafı harekete geçiren bir yazı var. Sadece bir anı görmekten ibaret değil. Yazar o anı bizim gözümüzde öncesiyle ve gerçekleştiği anla harekete geçiriyor. Şimdi birçok kitabında da buna benzer bir şey var. Demin Diego Rivera'dan söz edildi. Yiğit söz etti. Şimdi Diego Rivera o kalabalık kadrolu tablolarıyla aslında Patrick Deville'in bir anlamda ressam kardeşi diyebileceğimiz bir özellik taşıyor. Mesela merak ediyorum şimdi acaba Tahiti'deki roman Gauguin'i ağırlayacak mı, ağırlamayacak mı? Bu Patrick'e sorum olsun. Alors, pendant que Patrick réfléchit à la réponse, je vais quand même lire le dernier paragraphe qu'Ennis a mentionné, puisque pour ceux qui n'ont pas le livre sous la main, donc le livre tourne autour de cette photo donc de Balthazar Brum, Vie et mort de Balthazar Brum. J'avais à nouveau pensé à la grande infante de Castille, comme chaque jour et assidûment depuis 2 ans. Assis à l'avant du taxi, je fixais la photographie posée sur mes genoux, dans son petit cadre en bois doré. Et le visage de Balthazar Brum sur le point de s'enfuir, qui semblait se demander si la représentation n'avait pas déjà assez duré, si ça n'était pas l'heure du feu d'artifice et du bouquet final. Donc en effet, vous voyez, vous imaginez la fin en fanfare du livre, au-delà de ce qui était dit. Désolé encore pour mes chers collègues, puisqu'elles n'avaient pas le texte sous les yeux. Oui. Donc pour répondre à Ennis, oui, il y a 3 choses. La première, c'est en effet, mais justement avec la fin de Balthazar Brum. Balthazar Brum est un président du Conseil en Uruguay qui, en 1933, se suicide. Et donc cette photographie est prise quelques instants avant son suicide avec un pistolet dans chaque main et il est en smoking parce qu'il sort du théâtre. Coup d'état de Gabriel Terra, enfin voilà. Mais donc ça m'amène, oui, c'est la première chose à ce que tu disais sur Proust. En effet, ce qui donne toute la valeur de la recherche, c'est le temps retrouvé. Et comme ce qui donne la valeur à la vie de Balthazar Brum, c'est cette balle dans le cœur. Comme pour chacun de nous, c'est la fin, c'est la mort qui donne le sens, qui redonne un sens finalement, qui éclaire tout ce qui a pu être la vie, si dérisoire fut-elle, jusqu'à ce moment ultime. Ça, c'est le premier point. Et alors, heureusement, Proust a réussi à aller jusqu'au temps retrouvé, mais finalement, c'est pas si long que ça. Il écrit tout ça en 9 ans. Hein. De la rigolade. Sinon, pour le reste, il suffit d'être grand fumeur et d'être optimiste pour pouvoir faire un projet un peu plus long. La deuxième chose, c'est Abracadabra, parce que je n'avais pas répondu à ta question. Alors, pour le dire d'un mot, pourquoi est-ce que j'ai choisi Abracadabra? Tous ces titres se terminent en A, c'est pour montrer qu'il s'agit bien d'un cycle, et le cycle total s'appelle Abracadabra. Il y a beaucoup de A, mais cela vient tout simplement du premier livre que, enfant, j'ai lu seul, qui était intitulé Le tapis volant, dont j'ai toujours l'exemplaire. Enfant, j'ai grandi dans un hôpital psychiatrique que dirigeait mon père, et je suis resté immobilisé pour des problèmes médicaux de greffe osseuse pendant très longtemps, 1 an et demi à l'horizontale. Et donc, on m'a appris à lire très tôt et on m'a offert ce livre, voilà, Le tapis volant. Il s'agissait d'un enfant de mon âge. D'ailleurs, c'est très curieux qu'on m'ait offert cela. C'est presque une torture parce qu'il s'agissait d'un enfant de mon âge, le petit Michel, qui avait un tapis magique représentant un planisphère. Et il lui suffisait dans sa chambre de s'asseoir sur l'un des endroits du planisphère, de prononcer la formule abracadabra et de se retrouver en Floride, en Turquie, voilà, en Perse, voilà.
Ça, c'est pour Donc, j'ai repris ce titre, voilà, et ce livre, Tapis volant, revient parfois de livre en livre. Et la troisième chose, s'agissant de Diego Rivera, Yegit mentionnait toute cette sarabande de tous ces personnages qui sont dans Viva. Alors effectivement, parce que Diego Rivera, le peintre muraliste, a œuvré auprès du président Lázaro Cárdenas pour qu'il délivrât un visa à Trotsky. Et puis Trotsky, parce qu'on ne commande pas, c'est ça qui est bien aussi, la passion, finalement va trahir Rivera en devenant l'amant de sa femme, Frida Kahlo. Donc mais par contre, ce qui n'était pas conscient, c'était en effet, je crois que quand je vois l'image qui est derrière toi, c'est d'avoir vu tout ce qu'on appelle au Mexique les murales, toutes ces grandes peintures immenses murales, et pas seulement de Diego Rivera, c'est toute cette école des muralistes mexicains a beaucoup influencé le livre, parce que le but de ces murales était également politique et pédagogique. Il s'agissait de donner l'histoire aux paysans illettrés et aux Indiens dans une simultanéité plane, en 2 dimensions, de donner toute l'histoire du Mexique où on voit tous ces personnages sans respecter ni la perspective, ni les relations de forme et de volume. C'est-à-dire qu'on voit simultanément jeter sur des œuvres très multicolores les déraillements de train des révolutionnaires de Pancho Villa, et puis des personnages en très grand, et puis l'empereur Moctezuma accueillant Hernán Cortés avec la Malinche qui fait l'interprétariat, et puis à côté de cela, Tina Modotti, parce que Rivera est amoureux de Tina Modotti, qui va ensuite, c'est aussi parce que toutes ces histoires, tu parlais de la 4e internationale, lorsqu'ils deviennent ennemis, il y a aussi là-dedans des histoires d'amour et de sexe, il y a aussi des jalousies, de passion, au-delà des jalousies politiques, et que tout cela se termine en plus de manière très sanglante. Il y a l'assassinat de Julio Antonio Meilla au bras de Tina Modotti, qui elle est une traîtresse stalinienne contre Diego Rivera, qui lui aussi va trahir Trotsky, et Trotsky qui sera, comme on le sait, assassiné par les sbires envoyés par Staline. Donc il y a eu sur ce livre une influence involontaire, mais heureusement qu'il y a des influences involontaires. C'est-à-dire que pendant un moment, tous les travaux de préparation, pendant des années de ces livres, il y a un travail très rationnel. Il y a la lecture de la bibliothèque, il y a la lecture des archives, il y a la lecture de la presse, il y a des entretiens. Je fais des entretiens que j'enregistre, parfois avec des interprètes. Enfin, donc il y a tout un travail rationnel qui pourrait donner lieu à de l'essai. Et puis ensuite, il y a l'enfermement dans la solitude pour écrire. Et là, quelque chose échappe. Et c'est au moment où quelque chose échappe, où quelque chose devient irrationnel, non maîtrisé, que si tout va bien, ça devient de la littérature. Pour la petite anecdote, dans ces affaires de jalousie, je ne sais pas si tu l'as eu sous les yeux à ce moment pendant ce travail préparatoire, il y a un moment donné, quand Trotsky est en train de fricoter avec Frida Kahlo, Natalia Ivanovna s'en aperçoit, donc c'est le grand drame aussi de ce côté-là, et ils finissent par se séparer temporairement, et donc Trotsky part pendant 3 mois à la montagne, et de là, il écrit des lettres. J'en cite quelques extraits dans Viva, oui. Qui sont absolument magnifiques. Superbe lettre. Et il y en a une qui est très particulière, c'est une lettre pornographique, carrément. Où, il a 60 ans à l'époque. Elle en a autant. Une superbe lettre pornographique. Oui, avec des détails pornographiques, disons, mais la lettre est au-delà de ça. Et moi, j'ai découvert cette lettre par hasard dans les œuvres complètes de Trotsky, parce que j'aime bien feuilleter les œuvres complètes. Parfois, on trouve ce genre de bijoux, justement, dans les œuvres complètes, aussi de Lénine, pareil. Et j'en avais fait part à mon ami grec, Yorgo, qui était à l'époque dans la section
grec de la 4e internationale. Moi, j'étais dans la section turco-belge, enfin turc et belge. Alors, il a lu ça, et lui, comme c'est aussi un poète, il n'était pas que militant, il a trouvé ça superbe, et il a voulu le traduire en grec. Moi, j'ai eu envie de le traduire aussi en turc, mais mon copain Massis m'a dit, si tu fais ça, je t'assassine. Interdit de traduire ça en turc. Mais Yorgo, lui, il l'a fait. Il a traduit le texte en grec et il l'a envoyé en Grèce, et ça a coûté une scission à la section grecque de la 4e internationale. Voilà. Oui, ouais, c'est qu'elle ne valait pas grand-chose, Oui. ce groupuscule. Mais non, ce qui est extraordinaire, c'est en effet, moi, les quelques extraits de lettres que je cite, envoyés justement par Trotsky au moment où il quitte Frida Kahlo et où il écrit à Natalia Ivanovna, je n'ai pas choisi de passage érotique ou pornographique. Enfin, si, il y a tout de même « je baisse tes pieds Ouais. », etc. Mais par contre, elles sont extrêmement touchantes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces lettres, qui datent de 1937-38, ont été conservées. Et justement, en plus, rendues publiques. Et donc, ça signifie que Natalia Ivanovna, qui elle va rester pendant longtemps encore à Coyoacán, à Mexico, a décidé non seulement de ne pas les détruire, mais de les verser finalement aux archives Trotsky. Et pour écrire le livre, ce sont toutes ces rencontres, ces enquêtes, etc. Enfin, comme je le mentionne dans le livre. J'ai rencontré aussi le petit-fils de Trotsky. Voilà, j'ai côtoyé pendant un moment le petit-fils, Sieva, qui avait été blessé par balle lors du premier attentat et qui ensuite s'est occupé des affaires, quoi. Enfin, puisque la maison, comme tu le sais, est demeurée exactement en état. Lui, il a habité après le départ de Natalia. Et non, ce qui est magnifique, c'est que justement, c'est d'autant plus idiot cette réaction de soi-disant trotskiste, puisque ça veut dire que justement, il s'agissait, et c'était volontaire, de bien montrer toute la richesse de la vie, et qu'il n'était pas seulement un automate politique. Et c'est bien pour ça qu'il aurait fallu le montrer. Moi, c'est ce qui m'avait rendu le personnage très sympathique, au-delà des idées politiques, c'était cette lettre-là, oui. Et aussi son journal d'exil aussi, qui était super. Dans la traduction turque de Vivant, il y a ces fragments de lettres, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais passer maintenant à une autre dimension de ton œuvre, qui est aussi la réflexion sur la littérature et aussi sur la traduction, puisque nous approchons petit à petit de la fin du temps qui nous est imparti. Et votre livre, bien sûr, puisque c'est la dernière fois que nous nous sommes vus. Oui, c'est vrai. C'était pour la sortie de votre livre commun. De délire simultané, oui, tout à fait. Voilà. Alors, pour parler de la traduction, tu as un de tes livres les plus récents qui est L'étrange fraternité des lecteurs solitaires que j'ai découvert très récemment, Solitaire, où tu parles justement de cette enfance aussi psychiatrique. Et tu as quelques passages dont j'aimerais lire un petit bout. Tu dis « Je sais que tout écrivain compose certaines de ses meilleures phrases en traduisant, libéré de la responsabilité d'inventer, pris seulement par l'agencement des mots. Et parfois, bien sûr, on peste. Souvent, on peste. » Je trouvais ça magnifique. Parce que, ayant des activités aussi de traducteur, c'est exactement ce que je pensais. Il y a des phrases, des bouts de phrases que j'avais traduits dans Voyage au bout de la nuit, justement, que j'aime beaucoup dans leur version turque, parce que justement, je n'ai pas eu à les inventer, mais j'ai pu me concentrer sur les mots et l'agencement des mots. Et après, il y a un autre passage où tu parles de la traduction, où tu dis « Ainsi, Babel n'est pas une calamité, mais un bonheur, à la condition de ne jamais oublier que nous ne lisons pas l'œuvre quand nous lisons une traduction, que celle-ci est une lecture possible parmi d'autres, et que les traductions sont souvent reprises après quelques dizaines d'années, quand l'œuvre originale ne vieillit pas. Et c'est un bonheur d'ouvrir les nouvelles versions vers le français de Lobry ou d'Ovide et de constater que le texte résiste lorsqu'il vaut. Après tout, je lis les anciens sous forme de traces d'encre sur des feuilles de papier assemblées en livres, et tous ces objets et matériaux leur étaient inconnus
aussi bien que la langue dans laquelle je les lis. Et pourtant, ils sont mes contemporains le temps de la lecture. C'est ce qu'Ennis dit. Ça, on dirait de l'Ennis Batur. Oui, c'est exactement, tu m'as pris le mot de la bouche, comme on dit en turc, c'est exactement une phrase qu'aurait pu écrire Ennis, et il en a écrit des semblables dans plusieurs de ses livres. Et donc, cette vision de la traduction très particulière du texte et du lecteur. Alors, en parlant de lecteur, je ne vais pas résister au plaisir de citer une autre phrase, qui est où tu parles de ton lecteur idéal. Tu parles de ces 5 ou 6 personnages dont j'imagine la lecture lorsque je me relis. Sais-tu qu'Ennis, lui, il a une idée tout à fait différente du lecteur idéal. C'est le lecteur qui le lit à plusieurs reprises. Alors, je vais les lire en turc. Bir kere okunacak kitaplar yazmaktansa hiç yazmamış olmayı yeğledim baştan beri. Başardım mı? İşte bunu pek bilemem. Olsa sanabilirim ki pek bir şey değildir sanmak. Alors, tu sais comment il s'y prend pour que le lecteur le lise à plusieurs reprises. Mais il écrit beaucoup de livres. Alors, le lecteur assidu qui essaie de suivre toute sa production se dit, comme l'imbécile que tu as en face de toi, qui prend ce petit livre, qui le lit, qui le met de côté, qui après, quand il regarde de nouveau qu'est-ce qu'il a produit entre-temps, il retombe sur le même livre, il regarde la liste des livres qu'il a commandés sur Internet, il n'y est pas. Il dit « Ah ben, je l'ai raté, je ne l'ai pas lu ». Il va l'acheter une deuxième fois, et il le lit une deuxième fois, puis il se rend compte « Mais si, je l'avais acheté dans une librairie à l'époque très ancienne déjà, où ça pouvait se faire ». Alors, Monsieur Batour, qui forçait vos lecteurs à vous lire à plusieurs reprises, parlons justement de traduction et de délire simultané. Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir sur la traduction? Puisque alors, résumons pour les lecteurs qui ne savent pas forcément comme nous de quoi on parle, il y a un petit livre que nous avons écrit à 2 avec Ennis qui s'appelle Délire simultané, simultané Cinnet en turc, qui est en fait partie d'un texte qu'Ennis avait écrit dans un de ses livres, et moi je lui avais fait une réponse, et puis on a décidé d'en faire un livre commun avec 4 petits textes au total, 2 de lui, 2 de moi, et qui ensuite a été publié par les éditions de la Maison des écrivains et des traducteurs étrangers, justement, de Deville, et c'est Deville qui a été notre éditeur, notre rédacteur pour la version française, et qui est aussi un délire complètement fou dans la façon dont il a été écrit et traduit, puisque Ennis a écrit en turc, je lui ai répondu en français, je me suis auto-traduit en turc en ajoutant plein de choses, et ensuite je me suis retraduit vers le français en ajoutant d'autres choses. La deuxième édition turque va sortir dans les semaines à venir, et j'ai encore ajouté ce qui n'y était pas présent dans la première version et que j'avais ajouté en faisant la version française et en traduisant le texte d'Ennis aussi en français. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir sur la traduction en tant qu'écrivain et éditeur aussi? Tabii önce çok geriye gitmek gerekiyor. 20 yaşındaydım tam. Ankara'daydım. Bilgi Yayınevi'den Marguerite Duran'ın Bir Yaz Gecesi Saat 10.30 adlı romanını, küçük bir romandır, çevirmem önerildi. Ciddiye aldım, çevirdim, teslim ettim. Çok acemi olduğum için tek bir kopya yapmıştım daktiloda ve kayboldu. Ya da kaybolduğu söylendi. Aradan hemen hemen 50 yıl geçti. Bir gün Bilgi Yayınları'nın arşivinden çıkacağını umuyorum ben hala. Yani belki de çıkar bir gün. Bu neye yol açtı? Çeviri yapmamaya karar verdim. İstisnai durumlar dışında da işte küçük bazı metinler ya da şiirler dışında da hakikaten çevirmen olarak faaliyette bulunmadım. Bunun bana büyük bir kazancı oldu. Kendi kitaplarımı daha rahat yazdım. Çünkü Türk Edebiyatı'nın yakın tarihine baktığımız zaman, ki bunlar üzerine birkaç kere yazdım bu konuda, işte Behçet Necatigil'in örneğin yaptığı çeviriler yüzünden ne kadar şikayetçi olduğunu, yani kendi yazmak istediklerini bu nedenden yazamadığını mektuplarından görüyoruz. Tahsin Yücel de bir defasında bana bunu söylemişti. Yani 80 küsur kitap çevirdim. Bu büyük bir olasılıkla 20 ya da 30 kitabı yazmama engel oldu Ennis demişti. Dolayısıyla çevirmenlik tabii çok önemli bir iş. Ama bir yazar için
baş belası. Tabii Yiğit'in bu konuda herhalde epey deneyimi olduğu için söyleyecekleri olacaktır. Gel gelelim, hayatımı yayıncılık yaparak kazanmak durumunda olduğum için çevirilerle karşılaştım. Yani ömrümün önemli bir bölümünde çok az sayıda yetkin çeviri, az sayıda iyi çeviri, çok sayıda orta karar çeviri, pek çok sayıda berbat çeviriyle karşılaştım. Bütün bunlar ister istemez çeviri etkinliğiyle ilgili bazı şeyleri düşünmeme yol açtı. Yani bu ne kadar yararlı bir etkinliktir diye düşündüğümde olmadı diyemem. Yani birçok kitabın kötü çevrilip bir biçimde süzgeçten geçerek üstelik yayın dünyasında yer bulabildiğini gördüğüm için yarardan çok zararlı olabileceği düşüncesine de kapılmadım desem yalan olur. Benim kitaplarım 1,5'unu okuyabildiğim 11 dile çevrildi. O 1,5'u saymazsak geri kalan 9 dilde çıkan kitaplarım beni çok mutlu etmiştir. Çünkü iyi çevrilip çevirmediklerini anlamam mümkün değil. İşte Acemce'ye ya da Bulgarca'ya çevrilmiş kitabım önüme geldiği zaman keyiften ölüyorum. Yani oradaki olası çeviri problemlerini nasıl olsa göremeyeceğim diye keyiften ölüyorum. Ama simültane cinneti yazma nedenim Yiğit Bener'in ta kendisi. Eğer Yiğit'le tanışmasaydım, dostluk ilişkimiz gelişmeseydi, simültane çeviri meselesinin incelikleri üzerinde o kadar düşünmeyecektim. Düşündükçe de bunun çok derin bir kuyu olduğu fikri özümde canlanmaya başladı ki öyle zaten. Hala bu işin nasıl yapılabildiğini aklıma ermiyor. Nasıl oluyor da ben şu anda konuşurken şu anda olduğu gibi biri beni olduğu gibi başka bir dile aktarabiliyor bu hızla. Bunu hala aklım ermiyor. Tabii iş bir noktadan sonra olayın hoş tarafına beni yöneltti. Yani acaba bir cinnet durumu hasıl olsa ne olabilir? Hatta dahası var ama onu söyleyemiyorum. Siyasi nedenlerle söylemem mümkün değil. Yani metni okuyanlar bir köşede ne dediğimi anlamışlardır ya da okurlarsa anlayacaklardır. Yani idam edilmemize bile yol açabilecek bir takım şeylerin iması orada yer alıyor. Ama bu çok ciddi bir durum ayrıca. Yani ima belki fantezi ama olasılık son derece ciddi. Güzel bir oyun oldu sonunda ve bu güzel oyunu sağ olsun Patrick Deville Fransa'da da yayınlayarak bizi taşlandırdı. Onun için ona teşekkür borçluyuz. Bu vesileyle teşekkürlerimi de iletmiş olayım. Et moi de même. Et moi de même. Donc, je regarde ma montre, il est 20h15 et comme on va devoir arrêter bientôt, je crois que ce serait injuste si on ne proposait pas à la salle d'avoir l'occasion de poser quelques questions. Pas beaucoup, parce qu'on a quand même été très bavard, mais on est à 3. Donc, quand on est à 3, c'est normal qu'on prenne un tout petit peu plus de temps. Donc, maintenant, je vais me tourner vers Sarah et Mathilde pour les questions de la salle, s'il y en a. Et des questions à Patrick Deville. Oui, parce que nous, on est quand même… Oui. On est là, on est joignable, nous. Donc, alors, on a une question pour Patrick. Je vais la lire. Alors, Monsieur Deville, vous continuez d'être domicilié en France. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous installer dans un autre pays? J'ai vécu dans d'autres pays. Pour l'instant, je vis entre la moitié à Paris, la moitié à Saint-Nazaire. Et il faudrait un monstrueux bouleversement politique que je ne souhaite pas pour être contraint à l'exil. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, j'ai des questions, mais en turc. Est-ce que Sarah est là pour m'aider un petit peu? Je ne vois plus Sarah.
Oui, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, on a une question en turc dans la dernière partie du chat. Oui, je viens de le voir. Alors, on vous demande, c'est toujours vous, Monsieur Deville, on vous demande quel est l'effet de la géographie à votre écriture? Et comme je le disais, je n'écris pas, enfin dans ce projet, je n'écris pas jamais sur des lieux que je n'ai pas vus, et même assez assidûment. Et puis à côté de cela, évidemment, je ne perds jamais les points cardinaux, je marche dans les villes, je lis des cartes, je suis fasciné par les cartes terrestres et marines. Et donc la géographie, en même temps, il faut l'éprouver physiquement. Pour prendre l'exemple du dernier livre, lorsque je disais tout à l'heure que la Polynésie française couvre les 118 îles, couvre un territoire aussi vaste que l'Europe, mais dont l'ensemble des terres émergées ne couvrirait pas la Corse. Alors la Corse, je ne sais pas, il faudrait faire le calcul par rapport à... Mais donc il faut éprouver cela. Il faut éprouver aussi le temps de ces déplacements d'île à île. Donc là, pour ce dernier livre, j'avais séjourné une première fois en 2012 en Polynésie, d'une part à Tahiti et puis dans l'archipel des Tuamotu. Et là, j'y suis retourné après avoir justement lu, bien sûr, et travaillé pendant des années. Et là, j'y suis retourné m'installer. Enfin, j'ai loué une cabane sur l'île de Tahiti, puisque c'est le seul aéroport central. Et à partir de là, j'ai vadrouillé dans les archipels, aux Marquises, aux Tuamotu, à Bora Bora. Et donc, il faut évidemment éprouver, d'une part, il y a ce goût des paysages, il y a ce goût des personnes qu'on rencontre, et puis il y a quelque chose qu'on ne peut pas éprouver ailleurs que là. Enfin, ça, c'est vieux comme... je crois que c'est Goethe qui disait qu'on ne peut pas décrire le goût de l'ananas, à l'époque où l'ananas était rare. Alors, il y a encore quelques questions, mais en turc, je regarde rapidement. Il y a des questions très, très longues, donc je vais essayer de faire un peu plus court. Pendant que tu regardes, je vais peut-être moi poser une question intermédiaire à Patrick pour qu'on ne perde pas le temps, je t'en prie. Moi, j'avais une question. Est-ce que dans ce qui est prévu dans les quatre derniers livres de la série Abracadabra, est-ce qu'en passant de l'ouest vers l'est, de l'ouest vers l'est, c'est dans quel sens que tu tournes maintenant? Non, maintenant, la fin du voyage, elle est de l'est vers l'ouest, oui. De l'est vers l'ouest, oui, justement. C'est-à-dire que depuis la Polynésie, je remonte au nord-ouest. Au nord-ouest. Mais est-ce que tu vas finir par t'arrêter à un moment donné vers le Moyen-Orient ou vers la Turquie? Parce que j'avais deux personnages deviliens fantastiques à te suggérer. L'un qui est, je ne sais pas si Enis sera d'accord, Cherkesetem, et l'autre Krikor Zohrab. Si tu pars vers la fin du 19e, début du 20e siècle, ça pourrait être des personnages deviliens fantastiques. Et comme ça, nous aurons le plaisir de t'accueillir longtemps à Istanbul ou en Turquie. Alors ça, il faudra que nous en reparlions, parce qu'en effet, dans la fin, puisque j'ai donné au seuil les lieux, vaguement les sujets et tout ça, donc là, en remontant depuis le Pacifique et la Polynésie, je remonte maintenant l'océan Indien. Et donc, j'étais en Inde avant de partir en Polynésie. Pour l'instant, je ne peux pas y aller, mais enfin, je vais y retourner travailler bientôt. Et puis, depuis l'Inde, évidemment, je veux gagner la péninsule arabique. Et donc, moi, je vois ça comme un livre arabe, entre guillemets, mais enfin, évidemment, un livre arabe, il est aussi forcément ottoman. Et parce que je suis sur le chemin du retour, tout de même. Ben oui, je me rapproche
je me rapproche de la vieille Europe où se terminera à la fois le projet et ma vie. Et pour répondre à Ennis tout à l'heure, bien évidemment, parmi les multiples personnages polynésiens, il y a Gauguin. Bien, Sarah. Oui, alors merci beaucoup. Entre-temps, ça m'a permis de voir les questions. Donc, il y a une question, encore une fois, pour vous, Monsieur Deville, sur votre perception du temps. Notre participant dit que dans votre parcours d'écriture qui a duré 23 ans, il ne fait aucun doute qu'il existe une structure fragmentée, même s'il existe un cadre holistique plus global. Ennis Batoul disait que le présent crée le hasard, ou le présent crée la chance. En prenant exemple de cette phrase dans ce contexte, que diriez-vous de la perception du temps de votre écriture? Je crois que le temps, c'est réellement le sujet de la littérature. Enfin, la littérature sait appréhender le temps sur des échelles très, très différentes. À l'échelle de la vie humaine, à l'échelle, là, quand je pars de 1860 jusqu'à aujourd'hui, c'est un claquement de doigts dans l'histoire, c'est presque rien, c'est un tout petit moment. Et c'est très proche de nous, parce qu'il suffit pour le livre français, j'ai utilisé des archives familiales, c'est-à-dire que j'ai construit le livre comme cela. J'ai repris des archives familiales depuis le Second Empire, donc depuis 1860, le Second Empire français évidemment, depuis 1860, et puis en cherchant tous ces courriers de 5 générations, j'ai cherché les adresses. Vous savez, il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien, qui s'appelait la poste, depuis 1860, en écrivant une adresse sur une enveloppe. Et donc, j'ai acheté une automobile et j'ai fait ce tour de la France en cherchant toutes les adresses où avaient habité ces aïeux pendant 5 générations. Et là, on éprouve effectivement, c'est presque rien, 5 générations. C'est-à-dire que j'ai connu ma grand-mère qui a connu sa grand-mère, c'est ça, quoi. Et puis, il y a le temps de la vie personnelle, et puis il y a le temps ensuite de l'histoire, et davantage que cela, il y a le temps de la planète. Là, je reprends cette idée de cette phrase que j'aime bien de Marguerite Yourcenar dans Zénon, où elle dit qu'il serait assez fou pour ne pas faire avant de mourir le tour de sa prison. Et pour l'instant, nous, cette planète est notre prison. Voilà, nous sommes peut-être la dernière génération à avoir cette planète comme prison. Magnifique, hein, magnifique. Le monde est grand et d'une beauté extraordinaire. Mais en effet, elle est devenue au XXIe siècle à notre taille, à notre dimension. On peut la parcourir assez facilement et la voir dans son entièreté. Et nous sommes sans doute la dernière génération à ne pas la quitter, quoi. Donc c'est le temps et l'espace, c'est toujours ces éternels et magnifiques sujets de la littérature. Il y a aussi plusieurs participants qui nous ont signalé que votre livre Pura Vida est épuisé. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont un peu tristes. Et du coup, on en profite pour dire que c'est un livre demandé. Donc, si possible, de le rééditer, publier, s'il y a des éditeurs qui sont partants. Voilà, et aussi il y a une demande pour la traduction de vos œuvres, bien sûr. Et je ne saurais qu'abonder. Et puisque je suis médiathécaire de l'Institut français à Istanbul, je profite de ce moment pour dire qu'on a vos livres en français à la médiathèque de l'Institut français à Istanbul, Izmir et Ankara. Donc, vous pouvez venir les emprunter chez nous pour découvrir les autres livres qui ne sont pas encore traduits en turc. Voilà, c'est une excellente initiative.
Et pour les versions turques, je peux dire que tu as de la chance puisque tu as été traduit par deux très bons traducteurs, Ismail Yargüz et Orçun Türkay. Et il n'en faut pas moins parce que ce ne doit pas être très facile de traduire la prose de Villiers. Je dis ça en tant que professionnel de la traduction. C'est une gageure. Ce n'est pas des alexandrins, mais quand même, il faut y arriver à avoir le rythme et avoir la densité et tous les personnages et les notes, les références et tout. Mais donc, tu as eu de la chance et j'espère que tes prochains livres seront traduits par d'aussi bons traducteurs. Voilà. On parlait de la traduction tout à l'heure. Il y a évidemment cette idée. Moi, je ne fais pas de caprice, je ne suis pas impatient. Enfin, évidemment, mieux je suis traduit, mieux c'est. Mais évidemment, il y a quelques langues, mais c'est assez rare. Enfin, ça fonctionne très bien où, lorsque j'ai une seule maison d'édition et un seul traducteur. Et comme je le mentionne dans ce texte sur la traduction, dans l'étrange fraternité des lecteurs solitaires, en espagnol, c'est mon ami maintenant, José Manuel Fajardo, lui-même romancier, qui les traduit tous et dans l'ordre. Et donc, en fait, il devrait être payé moins cher parce que c'est beaucoup plus facile pour lui, parce qu'il les fait voilà, comme ça. Et c'est le cas aussi avec le couple de traducteurs allemands qui fait tous ses livres dans l'ordre, comme il y a des retours, des rappels. Mais enfin, bon, tout cela, on verra plus tard. On va le dire à Orçun, mais on ne va pas lui mentionner le passage où il devrait être payé moins cher au petit. Ça pourrait donner des idées aux éditeurs, tu comprends? Ils en ont déjà assez d'idées tortueuses comme ça sur le tarif à payer aux traducteurs. Donc, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, continuons, Sarah, continuons. Alors, il y a une dernière question qui est posée directement en français. Donc, c'est une question sur l'effet de la pandémie du XXIe siècle sur la vie littéraire. Donc, c'est une question assez vague, mais on peut dire on peut discuter rapidement l'effet de cette pandémie sur votre expérience de l'écriture. J'ai l'impression, enfin, les chiffres montrent que pour l'instant, la librairie en France a bien résisté et également l'édition. Il y a eu des moments où les librairies étaient fermées, maintenant elles sont ouvertes parce qu'elles sont considérées comme essentielles, comme les magasins de bouche. Et les lecteurs ont lu beaucoup. Là, je parle uniquement du point de vue commercial, hein. Les éditeurs et la librairie en France semblent avoir bien résisté jusqu'à présent à la situation sanitaire. En ce qui me concerne, moi j'avais publié à la rentrée littéraire de 19, puisque comme vous le savez, en France, les rentrées littéraires, voilà, c'est une spécialité française, un peu comme le Minitel, la rentrée de septembre. J'avais publié à la rentrée de 19 le livre amazonien, donc j'avais pu faire toute la rentrée littéraire de septembre à décembre sans problème, et puis ensuite je suis parti en Polynésie, et donc moi ça ne m'a pas retardé du tout puisque j'ai pu aller travailler en Polynésie, revenir, etc. Donc, pour l'instant, ça ne m'a pas... puisque maintenant, le polynésien, paraît en septembre. De toute façon, même s'il était possible de partir travailler en Inde, ça ne serait pas possible pour moi, puisque maintenant, je dois faire la rentrée littéraire de septembre à décembre. Voilà. Ce sont des étapes comme ça indispensables, quoi. Peut-être une question subsidiaire, alors, à l'auteur de Peste et choléra. Qu'est devenu l'Institut Pasteur, qui avait trouvé le vaccin contre la peste, justement, et qui, tout d'un coup, a disparu dans la course au vaccin contre le Covid? Je ne suis pas du tout un spécialiste de la bactériologie, et comme tout le monde donne son avis à tort et à travers, on ne sait pas bien, il y a des vaccins décriés, des vaccins qui seraient... Enfin bon, voilà, ça pour l'instant, je n'en sais rien, quoi. Ce que j'espère... D'où que vienne ce vaccin, fût-il turc,
qu'au moins un vaccin nous sauve. Voilà. Il n'y a pas de nationalisme. Non, mais il y a les institutions publiques qui étaient utiles comme Pasteur et l'Institut César en Turquie ont été privatisées et depuis, il n'y a plus de vaccins. Oui, mais Pasteur, c'est privé hein, de toute façon. Enfin, ouais. À l'époque où, pour écrire Peste et choléra, j'avais travaillé aux archives chez Pasteur. Enfin, ce sont des montages très compliqués. Je crois qu'il y a plus de 30 instituts Pasteur dans le monde, mais qui sont de droit privé. Ça n'est pas un institut public. Mais à l'origine, ça ne l'était pas non plus au tout début? Non. Ah, dès le début, c'était prêt, d'accord. Non, c'était même complètement international. Quand Pasteur a vaincu la rage, il y a eu un appel à dons, quoi. Il y a eu plein de petites gens qui ont donné 3 sous, et puis le tsar de Russie qui a donné une fortune, l'empereur du Brésil une fortune. Enfin, ça n'a jamais été l'État français. D'accord. Autant pour moi. Alors, malheureusement, on arrive à la fin de ce salon, mais je pense qu'on peut vous laisser le temps de bien terminer. Yiğit, Enis, Batur et Patrick Deville, si vous voulez dire un dernier mot. Merci beaucoup, enfin tout le monde, hein, y compris voilà, vous qui êtes, si j'ai bien compris, bibliothécaire oui. À l'Institut. Non, je vous remercie évidemment tous. Et puis quant à Enis et Yiğit, eh bien, je ne sais pas quand est-ce que nous pourrons à nouveau lever nos verres à Saint-Nazaire, à Paris ou à Istanbul. On va faire les deux au milieu, le skipper au Bosphore, on peut y retourner. C'est possible, oui. Espérons que ça le sera. Ah, oui. Quand même, ça serait triste sinon. Enis, ton microphone est fermé. Enis, ton microphone est fermé. Voilà. J'espère que sans trop tarder, on va pouvoir prendre un verre de vin au skipper. Voilà, en attendant le retour de Christophe. Eh oui. Voilà. Allez. Eh bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'abord tous les deux, Patrick et Enis, d'avoir bien accepté de jouer le jeu dans ce salon littéraire qui était pour moi très agréable, puisque c'est déjà très agréable d'accueillir des grands écrivains, mais en plus quand c'est des amis, c'est d'autant plus agréable. Merci à vous tous, amis fidèles du salon littéraire, qui le mois prochain va fêter son premier, enfin fêter, si j'ose dire, son premier anniversaire, puisque le salon littéraire virtuel tel qu'il est n'existe qu'à cause de la pandémie, puisqu'on ne peut plus faire des réunions en salle. Nous avons inventé cette formule et en partant avec Camus et La Peste, justement, c'était notre tout premier salon. Donc j'espère que le salon va durer, mais j'espère le plus rapidement possible dans une version plus réelle, face à face, le plus tôt possible, si les vaccins veulent bien marcher, justement. Merci donc à Mathilde, à Serra, à mes deux complices habituels. Merci aussi à nos deux interprètes, à mes chers collègues Bourdieu et Asse. Je sais qu'elles n'ont pas eu la tâche facile ce soir. J'en suis particulièrement responsable puisqu'il y a des textes que j'ai dû improviser et qu'elles n'avaient pas sous les yeux. Et c'est quand même impossible de traduire la littérature en simultané. Quoique, dans des délire simultanés, Nice et moi prétendant parfois le contraire, c'est quand même difficile. Il faut dire que, par exemple, l'une des premières fois que j'ai rencontré Enis, pour la petite anecdote, j'étais son interprète dans un colloque où il parlait de l'impossibilité de traduire la poésie. Et alors, il donnait des exemples, donc il citait des poèmes, et après, il expliquait pourquoi c'était impossible de les traduire. Et donc, nous, en cabine, on interprétait ces poèmes réputés être impossibles à traduire, et après, on interprétait la raison pour laquelle ils n'étaient pas possibles. Donc, on le contredisait rien qu'en faisant l'interprétation, mais c'était une autre… Et donc, elles ont eu un peu une tâche difficile comme celle-là. Je suis persuadé qu'elles sont très bien tirées. Donc, traduction, interprétation, écriture, psychanalyse, même combat. Voilà. Et donc, j'espère au prochain salon littéraire. Merci encore à tous et à toutes et une très bonne soirée. Et encore merci Patrick et Enis. À bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.